Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre 1 des réseaux. Donc le chapitre 1 des réseaux, c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment parce que j'avais fait les chapitres 3, 4, 5 et 6 de la série de vidéos sur les réseaux, parce que c'était les plus intéressants et puis à l'époque du confinement, c'était celles qu'il fallait faire en priorité. Donc comme il manquait les chapitres 1 et 2, ce sera fait aujourd'hui, je vais commencer à les faire. Voilà. Donc la base des réseaux, qu'est-ce qu'un réseau? Comment, on peut construire un réseau? Voilà les différentes questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Donc les bases. Il faut déjà se poser la question de ce que c'est qu'un réseau. Alors les réseaux, ils existent dans plein de domaines différents, hein. On a, des réseaux de communication, des réseaux d'équipement, des réseaux, biologiques, des réseaux sociaux, des réseaux de transport. Et donc nous, les réseaux qui vont nous intéresser, au niveau, de Ethernet, c'est des réseaux de communication. Donc on voit qu'il en existe plein, hein, téléphonie, internet, service postal, radio, télévision. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les LAN et les WAN. On va voir ce que c'est. Donc les réseaux existent sous de multiples formes, hein, et les réseaux informatiques, donc ce qui nous intéresse, se retrouvent dans les réseaux de communication. Donc le réseau qu'on a le plus l'habitude de rencontrer, c'est le réseau local. Donc, le réseau local, qu'est-ce que c'est? C'est un LAN, un LAN qui vient de l'anglais Local Area Network. Donc c'est un réseau sur une zone locale, c'est-à-dire une zone limitée, on va dire, est un réseau local limité en taille et en général à un bâtiment ou un ensemble de bâtiments. Donc, par exemple, le réseau d'un lycée, c'est un LAN, même s'il est déployé sur plusieurs bâtiments et à des distances qui peuvent aller sur plusieurs centaines de mètres. Ça reste un LAN. Et donc le LAN, lui, il s'oppose à une autre entité réseau qu'on appelle le WAN. Le WAN qui veut dire Wide Area Network, qui est un réseau étendu à une plus grande échelle. Donc le WAN qu'on connaît le plus, c'est évidemment Internet, mais il existe d'autres réseaux qu'on va appeler des WAN. Donc en fait, l'idée, c'est que les LAN sont reliés entre eux par un WAN ou des WAN. Et parfois, on peut même avoir un réseau local qui est englobé dans un réseau local plus grand, qui, par rapport au réseau local plus petit, sera un WAN, mais par rapport à Internet, sera un LAN. Donc si vous voulez, le WAN, c'est toujours le réseau plus grand que le LAN, c'est celui qui est au-dessus. Et c'est pour ça que sur les routeurs, on a une prise Ethernet en général qui s'appelle WAN et des prises Ethernet pour le LAN. La prise qui s'appelle WAN, c'est celle qui va distribuer la connexion Internet. Enfin bref, c'est celle sur laquelle il faudra connecter le plus gros réseau. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme équipement dans un LAN? Dans un LAN, on peut avoir tous les équipements classiques du réseau, hein, les routeurs, les commutateurs qu'on appelle switch, hein, les concentrateurs, ben, ça c'est les vieux hubs qu'on devrait normalement ne plus rencontrer, des ponts, etc. Donc, ils ont des caractéristiques communes, tous les LAN. Ils fonctionnent dans une région géographique limitée. Ça veut bien dire qu'ils s'opposent bien au réseau étendu, hein. Ils permettent à de nombreux utilisateurs d'accéder à des médias à haut débit. Alors le mot média, hein, au sens du réseau, c'est le moyen qu'on utilise pour transporter le réseau. Donc en général, c'est des câbles Ethernet, mais ça peut très bien être de la fibre optique, comme du Wi-Fi. Voilà, le média, c'est le moyen qu'on utilise pour transporter les bits sur le réseau. Et donc, un LAN, il est toujours normalement à un débit plus élevé que le WAN, et il peut avoir de nombreux utilisateurs dessus qui ne seront pas limités en débit. Ils assurent une connectivité continue aux services locaux. Alors là, ce qui est important, c'est de dire que c'est continu. Ça veut dire qu'on ne déconnecte jamais les équipements du LAN, hein, ils sont toujours alimentés en permanence. Ils interconnectent physiquement des unités adjacentes. Donc ils interconnectent physiquement avec un média, hein, des unités qui sont pas loin adjacentes les unes des autres. Maintenant, si on compare un petit peu avec
les caractéristiques du WAN. Donc lui aussi, hein, il est équipé de routeurs, mais on peut avoir des modems, des commutateurs large bande, des serveurs, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il couvre une vaste région géographique, qui peut même aller jusqu'à un déploiement mondial, hein, dans le cas d'Internet. Ils permettent l'accès par des interfaces série plus lentes. Alors avec la fibre optique, c'est de moins en moins vrai, ça, hein. Normalement, du temps de la DSL, le WAN, c'est-à-dire Internet, avait une connexion plus lente que les équipements à l'intérieur du LAN. Si on considère que la box dans une habitation, c'est la limite entre le LAN et le WAN, la DSL était limitée à 10 ou 20 mégabits par seconde, alors que les équipements à l'intérieur du LAN, ils pouvaient communiquer à 100 mégabits par seconde, voire à 1 gigabit par seconde. C'est plus trop vrai avec la fibre optique maintenant, parce qu'on peut avoir des connexions au WAN qui vont à 1 gigabit par seconde, tandis qu'on a un réseau, s'il est un petit peu vieux, avec les commutateurs, les switches qui sont sur le réseau, on peut avoir un réseau qui est limité à 100 mégas. Donc là, on aurait une inversion en fait du goulet d'étranglement du débit, quoi. Ils assurent une connectivité continue ou intermittente. Donc on peut, dans certains cas, couper l'alimentation des routeurs qui permettent de se connecter au WAN pour rester sur le LAN. Donc c'est pas trop le cas pour les particuliers, mais en entreprise, on peut très bien, lors d'opérations de déploiement, de maintenance ou des opérations un peu sensibles, avoir besoin de se déconnecter d'Internet. C'est une connexion qui reste intermittente. Il relie des unités dispersées à une échelle planétaire. Ça paraît évident. Donc là, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais les unités de bande passante, on va parler beaucoup dans ces cours de débit. Il faut savoir de quoi on parle. Donc, les unités de bande passante, en fait, l'unité de base, c'est ce qu'on appelle le bit par seconde, c'est-à-dire un 0 logique ou un 1 logique envoyé en une seconde. Donc un bit par seconde, ce serait une connexion très très lente qui enverrait chaque seconde soit un 0 logique, soit un 1 logique. Donc ça, c'est l'unité fondamentale de calcul du débit. Évidemment, on est beaucoup plus rapide que ça, c'est pour ça qu'on va utiliser des multiples de cette unité de débit. Donc par exemple, le kilobit par seconde, un kilobit par seconde, c'est 1000 bits par seconde, autrement dit 10 puissance 3 bits par seconde. Un mégabit par seconde, c'est 1 million de bits par seconde, 10 puissance 6. Et un gigabit par seconde, c'est 1 milliard de bits par seconde. Donc, connexion par fibre, par exemple, c'est 1 gigabit par seconde, en moyenne, hein, on a plus ou moins ça. Et voilà, à l'époque de la DSL, on était plutôt sur 10-20 mégabits par seconde. Alors attention, il y a une confusion à ne pas faire. Quand on parle d'un débit de bande passante, on est en unité décimale, c'est-à-dire que 1000, 1 kilo, c'est 1000. Sauf que quand on est en informatique et qu'on calcule, par exemple, le volume représenté par un fichier en octets, là, un kilo-octet, c'est pas 1000 octets. Un kilo-octet, c'est 1024 octets. On dit qu'on compte en binaire, au lieu de compter en décimale. Donc la règle, en fait, c'est de se dire que si je calcule un débit de données, là je suis en décimale, et quand je calcule un volume de données, là je suis en binaire. Donc remarque, ce sont des débits, ils sont donc quantifiés en décimale et non en binaire. C'est la différence entre, parfois on va dire que c'est 1000, ou parfois on va dire que c'est 1024. Et de la même manière, si on calcule un gigaoctet, c'est 1024 fois 1024 fois 1024 octets. Tandis qu'un gigabit par seconde, c'est bien un débit, c'est 1000 fois 1000 fois 1000. Voilà. Donc, débit, on est en décimale, donc en 1000. Volume de données, on est en binaire, donc en 1024. Et donc, grâce à ça, on peut calculer des temps de transfert, en tenant bien compte de cette différence entre volume de données et débit de données. Donc, pour calculer le temps de transfert, on va utiliser des formules basiques. Donc, par exemple, une formule qui dit que le temps de téléchargement d'un fichier type, c'est la durée du transfert des fichiers en secondes qui va être égale à la taille du fichier en bits ou en octets, sachant qu'après, il faudra convertir, un octet égale 8 bits,
divisé par le débit réel au moment du transfert. Alors, on considère ces deux valeurs, le téléchargement type qui utilise le débit réel et le meilleur téléchargement qui utilise la bande passante. Parce qu'il y a une différence entre bande passante et débit réel. Si j'ai une bande passante d'1 gigabit par seconde, je vais avoir un débit réel qui sera forcément en dessous, qui va dépendre de la capacité du serveur à envoyer les données à la bonne vitesse, qui va dépendre du maillon le plus faible de la chaîne de transfert entre le serveur et mon PC. Donc parfois, j'ai des sous-serveurs qui sont saturés. Je peux avoir aussi d'autres données qui vont être transférées par ma connexion, mais qui vont servir à un autre équipement de mon LAN. Donc là, pareil, ça va subdiviser cette bande passante théorique pour faire le débit réel qui va me permettre de calculer combien de temps je vais mettre pour télécharger mon fichier. Et donc là, on en vient à une partie qui est très importante dans le réseau, c'est le modèle OSI. Le modèle OSI, c'est un outil bien précieux pour rendre compatibles les différents appareils qui vont se connecter sur le réseau. Il faut, dans l'absolu, que si j'envoie un email avec un Mac et que je le reçois avec un PC, il faut qu'il soit compatible entre eux. Il faut que le codage utilisé par le Mac soit lisible par le PC à l'arrivée pour que la personne à qui j'essaie d'envoyer ce message arrive à le lire et que ça ne me fasse pas une erreur. Et il faut que cette compatibilité soit vraie, pareil, dans tous les maillons de la chaîne entre l'expéditeur et le destinataire. C'est le modèle OSI qui nous permet de faire ça. Ce modèle OSI, il nous permet de rendre ça compatible et en même temps, on va aussi s'en servir pour analyser le fonctionnement du réseau en utilisant des couches. C'est-à-dire qu'on va analyser des couches différentes du réseau pour comprendre comment ça fonctionne plutôt que d'essayer de l'analyser dans sa totalité. Donc pour décrire le fonctionnement d'un réseau de communication, il faut réaliser une analyse du contexte qu'on peut résumer sous forme de couches. Donc par exemple, à un moment donné, on va se demander ce qui circule, sous quelle forme, est-ce qu'il y a des règles qui régissent le flux de données, ou est-ce que c'est sur quel média se fait cette circulation. Et donc chaque couche correspond à un domaine différent. Donc l'idée, c'est ce que je disais, par exemple, si j'ai une plateforme PC comme source avec un paquet de données, ça peut être des emails, ça peut être un film qui est streamé, ça peut être n'importe quoi, il faut que ce soit compatible avec une autre plateforme, par exemple un Mac ou un smartphone Android ou un appareil avec n'importe quel système d'exploitation qui respecterait le modèle OSI. Donc aux informations à transmettre, les données, on ajoute des éléments nécessaires à la communication. C'est ça qui rend la communication compatible. C'est ce qu'on appelle le paquet de données. Les données, on va les emballer dans un paquet. Ces éléments, entre autres, il y en a plein, mais ce sont l'adresse de la source, alors adresse IP, adresse MAC, on verra, l'adresse de la destination, etc. Alors pourquoi j'utiliserais un réseau en couche pour communiquer? C'est justement pour simplifier. Et donc, ces couches du modèle OSI, en fait, il y en a 7. On part de la couche physique qui correspond à la circulation de données dans les câbles, c'est-à-dire où on est le plus proche possible du réseau, et on remonte les 7 couches pour arriver à la couche application, c'est-à-dire le logiciel qui est utilisé par l'utilisateur, par la personne, donc au plus près de l'utilisateur du PC. L'application, c'est la première chose que vous allez contrôler avec votre souris et votre clavier. Et donc, il faut que j'arrive à partir de cette application à transférer des données sur un câble, donc à redescendre jusqu'à la couche physique. Et il faut que je fasse la même chose à l'arrivée, par exemple, de mon message. Il faut qu'il puisse passer de la couche physique des câbles jusqu'à l'utilisateur à qui je vais envoyer mon message. Donc le modèle OSI, ça veut dire Open System Interconnection, c'est-à-dire une interconnexion des systèmes ouverte, d'où la compatibilité, permet de définir des règles pour que tous les réseaux soient compatibles entre eux. Chaque couche est séparée pour réduire la complexité. Chaque couche augmente la taille du paquet de données. Alors voilà, pour pouvoir envoyer sereinement sur la couche physique mes données, il faut que je les prépare. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va descendre, en partant de l'application, on va préparer les données pour qu'elles soient
transporter dans les meilleures conditions. Et donc, je vais, on va dire, emballer mes données plusieurs fois. Je vais emballer des données dans des paquets, puis dans des trames, etc., pour pouvoir rendre la compatibilité opérationnelle. Alors, on va essayer de passer rapidement sur les différentes couches du modèle OSI. Il y en a certaines qui s'adressent plus au logiciel, au software, et on ne va pas trop s'attarder sur celles-là. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les couches qui sont proches du réseau. Donc la couche 7, c'est bien celle qui est le plus proche des applications, hein, courrier électronique, transfert de fichiers, etc. La couche présentation, la 6, c'est elle qui permet de rendre lisibles les données par l'application. Hein, donc elle va structurer les données, elle va les mettre sous le bon format. Donc là, il y a une vérification de la syntaxe qui est donnée. La couche session, c'est l'établissement, la gestion et la fermeture de sessions entre les autres avec les droits utilisateurs. La couche transport, c'est elle qui fiabilise les données qui sortent du réseau. Donc, ça va être la détection des pannes, des reprises, le contrôle de flux, la détection d'erreurs. La couche réseau, c'est elle qui s'occupe de l'adressage et de la sélection du chemin. C'est notamment ici qu'on va trouver les adresses IP. C'est là où le passage des données à travers les serveurs se fait. La couche liaison de données, là, on est plutôt au niveau du LAN. On se rapproche du câble. C'est une couche qui va notamment utiliser les adresses MAC, on y reviendra. C'est l'adressage physique, c'est celle qui est utilisée par les switches, les commutateurs. Et enfin, la couche physique, en fait, c'est les fils, les connecteurs, les tensions, les débits, les câbles, c'est le support sur lequel circulent les données. Donc on voit qu'on est soit au plus proche de la partie physique, du réel, et là, plus proche de la partie logicielle. Donc pour que ça fonctionne, on va utiliser un mécanisme d'encapsulation. L'encapsulation, on pourrait imaginer que ça fonctionne un petit peu comme les poupées russes, les poupées gigognes, ces fameuses poupées russes où j'ai la toute petite poupée qui est dans une poupée un peu plus grosse, etc. Et donc tout s'emboîte correctement et la plus petite est cachée à l'intérieur. Là, on a un petit peu le même principe. C'est-à-dire que tant qu'on est sur les couches qui s'occupent de la partie logicielle, on a des flux de données classiques. Et puis à partir de la couche transport, en fait, ces données, donc imaginons que ce soit un film que je veuille transférer, un film, c'est donc un fichier très volumineux, je ne peux pas l'envoyer en une fois sur le réseau. Donc ce fichier très volumineux, la première étape va consister à le segmenter. On va faire des segments de données, on va le couper en morceaux. Et ensuite, chaque morceau, on va commencer à l'emballer. Je descends à la couche réseau, couche 3, et là, j'ai mon réseau qui va emballer les données dans ce qu'on appelle un paquet, avec une en-tête réseau. Comme un paquet, si vous voulez, d'emballage avec écrit dessus, expéditeur, destinataire, etc. Et le truc, c'est que ce paquet, je vais l'emballer également dans une trame. Donc en fait, c'est comme si je mettais mon paquet dans un carton encore plus gros. Et c'est cette trame qui va être traduite ensuite en 0 et en 1 à la couche numéro 1, la couche physique. Donc l'encapsulation, c'est en fait le fait de descendre par étapes des flux de données jusqu'à la couche physique. Je résume en disant, l'encapsulation est un terme qui désigne le fait d'ajouter des bits sur une donnée pour former des paquets, puis des trames, et les envoyer sur des câbles. Donc voilà, on va formater, emballer de telle sorte que ça fonctionne bien. Alors, dans ces fameuses couches, on a ce qu'on appelle la communication d'égal à égal. Ça veut dire qu'un équipement de la couche 3 ne pourra communiquer qu'avec un autre équipement de la couche 3. Tout ce qui se passe aux couches supérieures et inférieures, pour lui, c'est transparent. Il ne s'en rend pas compte de ce qui se passe là, puisque les données sont préparées. Donc, un équipement qui travaille sur la couche 3, il ne comprendra que des données issues de la couche 3, par exemple. Donc voilà, chaque couche communique avec sa couche homologue. Et donc, suivant la couche sur laquelle on est, soit on parle de données, soit on parle de segments à la couche 4, soit on parle de paquets à la couche 3, soit on parle de trame à la couche 2, soit on parle de bits à la couche 1. Afin de permettre l'acheminement des paquets de données entre l'ordinateur source et l'ordinateur de destination,
chaque couche du modèle OSI au niveau de l'ordinateur source doit communiquer avec sa couche homologue sur l'ordinateur de destination. Donc sa couche homologue, c'est-à-dire la même. Alors ça, c'est la base. Le modèle OSI s'applique à toute forme de communication réseau. Maintenant, TCP/IP, protocole TCP/IP, c'est une spécialisation, c'est une forme de communication réseau qui s'applique à l'informatique au sein d'Ethernet. Donc le modèle OSI peut s'appliquer à une communication Bluetooth ou n'importe quelle autre communication radio, par exemple, du moment qu'elle est numérique, pour la rendre compatible. TCP/IP, c'est une sous-partie, si vous voulez, de ce protocole OSI, enfin de ce modèle OSI qui est respecté. Donc le modèle TCP/IP, lui, il simplifie encore les choses. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 7 couches, on n'en a plus que 4. Mais finalement, on va se rendre compte que ces 4 couches, c'est un rassemblement de plusieurs couches du modèle OSI. Donc le protocole TCP/IP, pour Transmission Control Protocol, Internet Protocol, se contente de 4 couches. Et donc, on a tout un tas de protocoles qui sont utilisés au sein d'Ethernet qui vont nous permettre de communiquer, mais qui respectent tous à la base le modèle OSI. Donc là-dedans, on a UDP, l'ancien TCP le plus récent, qui relie par l'adressage Internet, le LAN, et puis des WAN et des LAN. Et puis là-dedans, dans TCP et dans UDP, on a des protocoles qui sont utilisés. Alors on en connaît certains, hein. FTP pour le transfert de fichiers, HTTP pour les pages web, SMTP pour les mails, DNS, etc. Et on en retrouve des équivalents ou des différents sur UDP. Donc si on compare un petit peu TCP/IP et le modèle OSI, on se rend compte que effectivement, c'est comme si ils avaient rassemblé la couche 5, 6 et 7 du modèle OSI dans la couche application de TCP/IP. La couche 4, transport, c'est la même. D'ailleurs, elle s'appelle pareil. Et puis ensuite, quand on passe sur la partie réseau, ce qu'on appelle la couche réseau, donc les adresses IP sur le modèle OSI, ils appellent ça Internet, une certaine logique. Et puis liaison de données et physique, c'est ce qu'ils appellent l'accès au réseau. Donc les switches et les câbles, pour eux, c'est la même chose, c'est dans l'accès réseau. En comparant les deux modèles, on peut déduire que le modèle TCP/IP est une simplification du modèle OSI. Donc là, un petit exercice pour s'entraîner. Si on refait les comparaisons entre TCP/IP et OSI, et qu'on se demande qu'est-ce qui circule dessus, donc c'est ce que je viens de dire, hein, les couches 5, 6 et 7 sont rassemblées dans l'application, c'est la couche 4 de TCP/IP. Transport, c'est la couche 3. Couche réseau, c'est bien Internet. Et liaison de données et physique sont rassemblées au sein d'accès réseau. Et qu'est-ce qui circule dedans? C'est ce qu'on appelle les unités d'encapsulation. Comment on appelle les choses qui sont véhiculées à cette couche-là? Si on est sur des couches 5, 6 et 7, on dit que c'est des données. Si on est sur la couche 4, transport, on appellera ça des segments, c'est-à-dire des données qui sont coupées, hein. Si on est sur la couche 3, on appellera ça des paquets, c'est-à-dire des segments emballés dans un paquet. Si on est sur la couche 2, on appellera ça des trames, c'est-à-dire des paquets dans lesquels il y a les segments qui sont eux-mêmes emballés dans des trames. Et les bits, c'est la traduction en binaire sur les câbles de ces trames, donc sur les câbles ou sur de la radio si on est sur du Wi-Fi ou sur de la fibre optique si on est en fibre optique. Alors, les différences entre LAN et WAN, on a dit, un LAN, c'est un réseau local, un WAN, c'est un réseau étendu. Donc finalement, un LAN, ça couvre une zone géographique limitée, alors qu'un WAN, ça couvre une zone géographique plus large. On peut dire que le WAN relie les LAN entre eux. Donc, Local Area Network et Wide Area Network. Parmi les réseaux suivants, on va essayer de dire s'il s'agit d'un WAN ou d'un LAN. Un réseau de distributeurs de billets, on va dire que c'est un WAN parce qu'ils sont sur des échelles grandes et pourtant ils sont sur le même réseau de la banque. Le réseau Ethernet d'un IUT, c'est un LAN parce qu'il se limite à plusieurs bâtiments, un ou plusieurs bâtiments. Le réseau interne d'une multinationale, c'est un WAN parce que c'est une multinationale. Internet, évidemment, c'est un WAN.
Et le réseau du lycée, c'est un LAN. Quelle couche se charge de la livraison des données, de la classe de service et de la signalisation des exceptions? Alors là, on est sur plutôt du logiciel, hein. On est sur la couche session. Bon, ça, disons que c'est plus pour le point de vue développement d'application, c'est important. Pour nous, on va plutôt se concentrer sur des couches plus basses. Quelle est l'unité de données de protocole pour la couche transport? Couche 4. Est-ce que c'est tram? Est-ce que c'est segment? Est-ce que c'est paquet? Ou est-ce que c'est bit? On a dit qu'à cette couche-là, les données étaient coupées en morceaux. Et ces morceaux s'appellent des segments. 6. Dans quelle couche du modèle OSI les paquets sont-ils encapsulés en trame? Autrement dit, où est-ce qu'il y a les trames qui circulent? C'est sur la couche numéro 2, c'est-à-dire la couche liaison de données. Dans le modèle TCP/IP, quelle couche est responsable de la fiabilité, du contrôle de flux et de la correction des erreurs? Voilà, c'est la couche transport, c'est-à-dire la couche numéro 3 de TCP/IP. Voilà qui termine ce premier chapitre sur le cours des réseaux. Ensuite, au chapitre suivant, on va s'intéresser un peu plus au LAN et au WAN et les différentes unités qui sont dessus, avant de s'intéresser ensuite au câble réseau et de voir les principales couches du modèle OSI. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.